On est de retour pour la seconde partie de l'émission avec toujours autour du plateau Ludovic de Sauté, Stéphane Carcillo et François Ekal pour parler des créations d'entreprises. On a les chiffres 2025 qui sont tombés hier par l'INSEE et qui nous annoncent une année record, Stéphane Carcillo. A priori, on se dit formidable, on a plus d'1 150 000 entreprises qui se sont créées en France l'année dernière. Et en réalité, depuis 20 ans, non, depuis 15 ans, pardon, depuis le virage un peu pro-business du quinquennat François Hollande, donc depuis 10 ans, eh ben, cette courbe ne cesse d'augmenter. Est-ce que l'esprit entrepreneurial a infusé dans la société française ? Alors, je ne sais pas si l'esprit entrepreneurial... Je pense que les Français sont très entrepreneuriaux de ce point de vue. Je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir. C'est vrai qu'on a une très forte augmentation l'année dernière, plus 5%, mais qui est portée aux 2/3 par la micro-entreprise, c'est-à-dire l'auto-entrepreneur. Et c'est un peu aussi la grande transformation, le statut d'auto-entrepreneur qui a été créé, si je m'abuse, en 2008. C'était Hervé Novelli autour de 2008. Autour de 2008, qui n'a cessé finalement de croître, d'avoir un certain succès, et qui a beaucoup facilité la création d'entreprises pour des bonnes raisons et pour des mauvaises raisons. Pour des bonnes raisons, parce que c'est un statut qui est extrêmement simple, avec des démarches simplifiées, qu'il n'y a pas de prélèvement forfaitaire des URSSAF, que tout est proportionnel au chiffre d'affaires, avec un taux unique. Donc tout ça a été extrêmement simple. Qui augmente au fur et à mesure des années. Bien sûr, comme tous les impôts que la France crée, mais qui quand même reste extrêmement simple, avantageux par rapport... pour des petites structures par rapport au statut de la société, pour lesquelles il peut y avoir des prélèvements très importants, même lorsque le chiffre d'affaires baisse. Alors certes, il n'y a pas de capacité de déduire des dépenses de fonctionnement, c'est très très limité pour l'auto-entrepreneur, mais pour des petites structures qui fonctionnent avec un chiffre d'affaires relativement limité, c'est très très bien. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Je pense que vraiment cette simplification a boosté la création de plein d'activités et a permis à des gens de se lancer. C'est une bonne tendance et ça, c'est positif. Le côté un peu moins positif, c'est que ça peut aussi traduire le fait qu'un certain nombre de personnes se tournent vers ce type de dispositif parce qu'elles n'ont plus accès au salariat traditionnel. C'est un peu ça toute l'ambiguïté de ces chiffres. Voilà, et donc ça pourrait aussi traduire... Alors, peut-être pas forcément une précarisation, mais en tous les cas, une dualisation du marché du travail, avec des gens qui restent dans le salariat et d'autres qui, à force d'instabilité ou à la suite d'une perte d'emploi, finalement, se tournent vers ce dispositif-là pour créer leur propre activité. Alors, c'est très très bien parce que du coup, on continue à être employé, on continue à produire de la richesse et à la croissance de notre pays, mais il faut savoir que les droits qui sont associés au régime de micro-entreprise ne sont pas les mêmes que les droits qui sont associés aux cotisations salariales et patronales de quelqu'un qui est salarié, même salarié de sa propre entreprise d'ailleurs. L'auto-entrepreneur, il n'a pas le droit à l'assurance chômage, il cotise pas pour la retraite. Donc ça, c'est le côté un peu noir précaire. Il y a un côté précaire. Voilà, absolument. Le côté de la médaille qui est un petit peu plus sombre, qui pourrait nous dire que il y a peut-être probablement aussi une précarisation pour un certain nombre de personnes qui se dirigent vers ce dispositif plutôt que à défaut de pouvoir retrouver un emploi salarié. Vous êtes un grand spécialiste du marché du travail, Stéphane Carcillo. Est-ce qu'on a une image claire de qui compose cette population des auto-entrepreneurs ? Est-ce que toutes les déclarations contiennent une activité ? Est-ce que, parce qu'effectivement c'est très simple de créer une auto-entreprise, est-ce que ce sont des travailleurs indépendants qui vivent à 100% de l'auto-entrepreneuriat ? Est-ce que c'est une majorité de gens pour qui c'est un complément de salaire simplement ? Alors oui, on a c'est de bonnes études dans le temps. Au fil du temps, on a quand même pas mal d'études qui ont été faites. Je ne les ai plus en tête là, mais je sais que c'est une majorité plutôt d'hommes, un peu moins de femmes, même si les femmes sont quand même assez bien représentées, mais c'est plutôt des hommes. C'est beaucoup des activités dans le commerce et dans les services. Services aux entreprises, aux services aux personnes, ou aux activités commerciales. Et pour une part, c'est vrai que ce sont des activités complémentaires.
mais pas totalement. Il y a des gens qui font de l'entreprise comme ça. Donc on a une assez bonne, je pense, vision de ça. On sait aussi qu'il y a beaucoup de ces micro-entreprises qui disparaissent. Au bout de 2 ans, la moitié disparaissent. Oui, mais alors, je cite de mémoire. C'est un peu le propre de toutes les créations d'entreprises. Oui. Il faut savoir que quand on crée une entreprise, il y a quand même si on la crée sous un autre régime, c'est pas le propre de l'auto-entrepreneuriat. On a quand même beaucoup de risques quand on crée une entreprise et qu'elle ne subsiste, qu'elle n'arrive pas à survivre au bout de 2-3 ans, soit pour des raisons de business plan, il marche pas, soit pour des raisons de trésorerie, voilà. Et donc c'est pas exceptionnel ça, elles disparaissent. Non, pour rebondir, Ludovic de Sauté, c'est intéressant et je pense que, alors là, faut l'étayer évidemment, mais il y a plusieurs lectures possibles. Il y a la lecture que vient d'avoir Stéphane et qui a un élément probable, on va dire, de se dire c'est un décalage et qui touche en partie aussi probablement les seniors, c'est-à-dire c'est une façon finalement de finir sa carrière. C'est un peu ça la question. Voilà. Après, il y a 2 autres lectures et aujourd'hui, on voit des mutations quand même en place. D'abord, il y a la première en creux, si le régime des micro-entrepreneurs a tellement de succès, c'est aussi qu'il y a un problème sur le marché du travail et sur, j'allais dire, la rigidité du marché du travail. C'est-à-dire que c'était une réponse à ça aussi, à l'époque. Il y a pas d'entre-deux, en fait. Il y a quelque chose à imaginer, honnêtement, pour se dire qu'entre le choix de se mettre à son compte ou d'être en CDI, il devrait y avoir des dégradés qui existent. Et aujourd'hui, malheureusement, le marché du travail en France ne permet pas de se dégrader. Après, il y a un autre chiffre, moi, qui m'a impressionné dans les éléments dont on partage ce bilan de création d'entreprise, et qui quand même est un twist, c'est que l'âge moyen du créateur d'entreprise, là, en 2025, 35 ans. 35 ans. Donc ça veut dire qu'on a quand même une rupture culturelle qui est assez forte. Oui. C'est-à-dire que c'est pas forcément on se met à bosser et puis on termine en micro-entrepreneur les quelques dernières années en tant qu'expert et autres. C'est aussi une façon de rentrer dans le marché du travail, ce qui est une grande nouveauté. À 35 ans, on peut dire qu'on est rentré dans le marché du travail depuis en moyenne déjà. Comme c'est la moyenne, c'est-à-dire qu'il y a aussi un rapport par rapport au monde du travail et on détecte sur la génération, c'est-à-dire sur lequel l'alpha et l'oméga n'est plus le CDI, honnêtement, et d'inscrire une forme de distance par rapport à l'entreprise. Donc, ce bilan-là, il raconte plein de choses. Il raconte une belle vitalité, et ça, c'est hyper chouette. Et franchement, Stéphane le soulignait, parce que c'est bien que dans un pays, il y a un taux d'entreprise. Après, on va le mettre au regard d'un autre élément, c'est qu'il y a un autre chiffre qui a tout autant augmenté, c'est les défaillances. C'est les défaillances. 70 000 défaillances l'année dernière, effectivement, où on a un peu les oripeaux post-Covid qui... voilà, ça devrait baisser cette année, quand même, a priori. François, moi, ce qui m'étonne, c'est que 2025, c'était l'année du chaos politique. On a chiffré, l'OFCE avait chiffré le coût de ce chaos politique important, 0,7 points de PIB de mémoire. On voit que finalement l'économie résiste et que elle est de plus en plus décorrélée de la vie politique. En réalité, là, quand on voit le dynamisme de la création d'entreprises, qu'est-ce que vous retenez de ces chiffres ? Alors, il faut d'abord avoir en tête que quand les économistes disent le chaos politique, ça va coûter 0,3 points de PIB, ou les droits de douane américains, ça va coûter 0,2 points de PIB, etc., c'est toujours par rapport à une situation de référence que personne ne... Un contrefactuel, un contrefactuel, ce qu'on aurait s'il n'y avait pas ces mesures, et que par définition, on ne connaît pas, on ne peut qu'estimer. Voilà. Donc peut-être que ça aurait été finalement bien mieux s'il n'y avait pas eu ce chaos politique, ces droits de douane, etc. Parce que, en effet, il y a une certaine résilience, mais maintenant, même si on a eu une croissance de 1% ou 0,9% en 2025, c'est quand même pas très glorieux. C'est pas reste autour du pourcent, effectivement, 0,9 c'est pas la catastrophe, c'est pas la catastrophe, mais c'est pas terrible. Ensuite, il y a eu, ça a été assez porté par l'investissement. On dit, justement, ça dit, finalement, la majoration exceptionnelle d'impôt sur les sociétés, ça n'a pas eu beaucoup d'effet. L'investissement des entreprises est resté quand même à peu près bon. Moi, j'ai l'impression, je ne suis pas du tout macroéconomiste, mais je me demande, parce que il y a 2 catégories d'investissement. Il y a l'investissement de productivité et l'investissement de capacité. Oui. On n'est pas encore capable, je pense, de faire bien la distinction pour 2025, mais je me demande si, en fait, ces investissements
c'est pas surtout des investissements de productivité liés, par exemple, à l'intelligence artificielle, à l'IA, etc. C'est-à-dire, voilà, on investit en effet dans des logiciels. On a quelques chiffres. Alors, on sait que l'investissement augmente, mais on sait que c'est 80% dans l'IT notamment. Et qu'en fait, il n'y a pas d'augmentation des capacités de production, en réalité. Et ça peut être en effet le résultat des droits de douane, du chaos politique, etc. Bon, voilà, moi, je ne suis pas macroéconomiste, mais voilà, j'ai ces intuitions. Confirmé par Stéphane Carcillo ou pas? Vous avez la même intuition? Là, pour le coup, là, je suis pas du tout spécialiste de ce sujet-là. Donc moi, je pense que effectivement, on a quand même pas mal d'incertitudes sur l'année qui vient là. Je pense que si on maintient, ce qui est certain, c'est que l'économie a été quand même très résiliente. Oui. Parce que étonnamment résiliente, y compris le marché de l'emploi. Y compris le marché de l'emploi, exactement. Même si on voit quand même un retournement du marché de l'emploi. Le chômage monte. On est autour voilà, d'une projection. Je pense que d'ici la fin de l'année, on devrait quand même se rapprocher des 8% de chômage. Donc le marché de l'emploi a bien résisté, mais on a quand même des créations nettes d'emplois qui maintenant sont vraiment à zéro, voire négatives. Donc on a quand même à un moment donné, voilà, cette croissance qui est un peu atone. Oui. Même si elle résiste bien par rapport au choc qu'on a de tous les côtés, budgétaire, commercial, géopolitique, elle a bien résisté, mais quand même, je veux dire, l'emploi se tasse énormément. Donc, voilà, la dynamique s'est complètement arrêtée. Le chômage, on voit qu'il recommence à monter. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes dans un contexte où le taux de chômage continue à baisser chez nos voisins. Hein. Oui. Voilà, le taux de chômage. Encore une fois, la France à contre-courant. Baisse sous les 10% en Espagne, alors c'était le champion, plutôt autour de 8% maintenant en Grèce, on avait 13 ou 14%, et passé, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sous les 6% maintenant en Italie. Hein, donc on voit qu'on reste scotché à un niveau qui quand même... et que quand on se réforme, on redresse les comptes publics et que ça paye sur le marché de l'emploi, donc avec, j'imagine, en plus des salaires qui augmente. Donc il y a quand même pas mal d'incertitudes, je pense. Mais sur cette notion de résilience qui nous a tous coachés, honnêtement. Oui, on a été surpris. À chaque fois qu'arrivait, ce que disait François, les droits de douane, et puis je sais pas quoi, on se disait, on va le voir dans les prochains chiffres trimestriels et tout ça. Oui, maintenant la question, je pense, qui nous chagrine, et que la réponse qu'apporte en partie Stéphane, c'est est-ce que ce petit pourcent de croissance, je crains que ça soit de l'inertie, en fait, de l'inertie positive, c'est-à-dire c'est le super tanker, le moteur tourne plus, mais pris par sa masse, on avance. Il avance. C'est ça le scénario qu'on craint finalement, parce que j'allais dire dans un monde où quand même l'économie mondialement va très vite, il y a une grande vélocité. Le grand danger, j'allais dire, c'est que peut-être qu'on a une économie résiliente, en tout cas qui a suffisamment de puissance pour continuer un peu à avancer, à avoir comme ça une vitesse, une forme d'inertie. Maintenant, ce qu'on va devoir juger dans les années qui viennent, parce qu'on a très bien compris qu'on rentre dans un monde d'incertitude, c'est l'agilité de ce pays. Alors là, l'agilité de ce pays, là, je crains que, j'allais dire, au niveau du poids, on y est. Au niveau de l'agilité, je ne suis pas sûr que la France soit en bonne posture. Oui, évidemment, et la France avance dans un continent qui s'appelle l'Europe, qui tarde par rapport à la vélocité d'un Chinois ou d'un Américain. Et effectivement, des Américains qui devraient bénéficier de la chute du dollar, une chute impressionnante. Ces derniers jours, le dollar a perdu 15% en un an. On est aujourd'hui à $1,20 pour 1 euro. Je voulais qu'on termine un petit peu par ça, par les conséquences de cette chute du dollar. Donald Trump s'en est réjoui, Ludovic, cette nuit. Pourquoi ça réjouit le président américain? Il s'en est réjoui dans la logique de sa politique, c'est-à-dire de se dire que finalement, des monnaies, et à commencer par l'euro, élevées par rapport au dollar, c'est favoriser l'industrie américaine. Donc c'est, en gros, on va le traduire comme ça. Compétitivité. Donc c'est la compétitivité. Maintenant, c'est un calcul très court-termiste, peut-être sur les mid-terms notamment, mais sur lequel, attention, parce que la facture, elle se fait dans les deux sens, tant sur les importations que les exportations. Et puis derrière ce discours, j'allais dire, un peu de président qui veut relancer la machine américaine, il y a
une autre chose que Donald Trump ne prend évidemment pas, c'est la confiance ou pas que commence à avoir la planète dans le dollar. Oui. C'est l'usure de Donald Trump avec son imprévisibilité qui commence à se dire, et on le voit sur des fonds, on le voit en termes de placement, la diversification qui commence à se mettre en place au niveau planétaire en disant on ne va pas jouer que sur le dollar, on ne va pas être que sur la place américaine. Vous en parlez en une de la Tribune aujourd'hui, chute du dollar, une vague d'impact. Vous expliquez les conséquences, Ludovic, sur l'inflation, sur le commerce international, l'import, l'export, sur les matières premières. Et c'est vrai que, alors cause ou conséquence, mais on parle de dédollarisation du système monétaire international, François. C'est quoi cette dédollarisation ? Alors, je suis pas un spécialiste du système monétaire international, mais ce que j'entends par cette expression, c'est que il y a dans un certain nombre de pays, il y a des gens qui commencent à avoir peur d'avoir des placements en dollars. Pourquoi ? Il y a des raisons politiques et des raisons économiques. Les raisons politiques, c'est que dès que vous avez des dollars, vous pouvez être soumis à des sanctions des États-Unis. Oui. Alors, ça avait déjà été le cas dans le passé. Des grandes banques vous êtes françaises, soumis à la régulation américaine de manière générale, absolument. La BNP a été obligée de payer des amendes de plusieurs milliards de dollars aux États-Unis parce qu'ils n'avaient pas, apparemment, disait-on, pas respecté les sanctions contre l'Iran, etc. Mais les États-Unis n'ont pu le faire que parce que la BNP avait des dollars. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, compte tenu de Trump, on ne sait pas. N'importe qui peut être sanctionné parce qu'il a des dollars pour je ne sais quelle raison qui, tout d'un coup, passe dans la tête de Trump. Bon, donc, il y a ce facteur politique. Et puis, il y a un facteur économique. C'est que on voit que les déficits publics américains risquent d'augmenter fortement. On ne sait pas très bien dans des tas de domaines, ce que l'administration Trump va faire. Oui. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes économiques aussi aux États-Unis qui font qu'il y a une défiance aussi vis-à-vis du dollar. Maintenant, les investisseurs, une fois qu'on a dit ça, où vont-ils aller placer leur argent ? Eh oui. 8 000 milliards. C'est pas non plus toujours évident. Ils ne vont pas les placer en yuan non plus. Le franc suisse, c'est quand même assez limité. Il y a l'or, mais c'est aussi limité aussi. Voilà. Donc cette dédollarisation, je suis pas sûr qu'elle aille très loin. Et puis de toute façon, les États-Unis, resteront la première puissance pendant longtemps encore, la première puissance économique, militaire, politique. Voilà. Donc cette dédollarisation, elle va pas aller très loin non plus. Et le marché financier le plus profond de la planète. On a, nous Européens, 8 000 milliards de dollars d'actifs placés aux États-Unis en obligations, en actions. Effectivement, où est-ce qu'on irait les mettre ? On en parle du Sell America en ce moment et on en parle dans l'émission. Stéphane Carcillo, quel est l'impact pour nous, Européens, de cette chute du dollar qui mécaniquement a fait monter l'euro, on l'a dit, 1,20 €. Alors c'est peut-être le moment d'aller faire des voyages, des week-ends à New York et des voyages aux États-Unis. Le tourisme aux États-Unis est en baisse, par exemple. La vie coûte beaucoup plus cher là-bas puisqu'ils s'enrichissent beaucoup plus vite que nous. Mais macroéconomiquement, quelles sont les conséquences pour nous, Européens ? Macroéconomiquement, nous, c'est sur nos exportations, puisqu'en fait, on a un euro qui est plus cher, et donc on a finalement des coûts qui sont plus importants et par rapport aux coûts de nos voisins ou de nos compétiteurs. Et donc le sujet, c'est vraiment le risque sur les exportations. Alors qu'on a une balance commerciale excédentaire, il faut le rappeler. En Europe, on est exportateur net. Plus de risques que d'intérêts. Sur les biens. Sur les biens, pas sur les services. Voilà. Donc on est vraiment, on est à risque sur cet aspect-là, bien entendu. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'inflation, mais en fait, en Europe, on avait déjà une inflation relativement contrôlée, maîtrisée. Particulièrement en France, mais je pense qu'en Europe, en général, on avait une inflation relativement maîtrisée, bien mieux maîtrisée d'ailleurs qu'aux États-Unis. Et le principal risque aux États-Unis, c'est aussi l'inflation. Oui. Le pari que prend Donald Trump, qui n'est pas évident, c'est que, certes, pour les exportations américaines, c'est bien, mais en attendant, avant que ça se traduise en emploi, notamment en emploi industriel, on voit que la durée est extrêmement... c'est à l'horizon de
de plusieurs années, je pense. C'est pas du tout évident que ça se traduise facilement. En revanche, ça peut se traduire très rapidement sur les prix aux États-Unis, parce que les États-Unis importent énormément de choses et que du coup, les prix aux États-Unis vont augmenter. Et ça, je pense que c'est l'élément le plus risqué pour les élections qui viennent pour Donald Trump. Pour les midterms. Ouais. On rappelle qu'il a été élu sur une crise inflationniste, Donald Trump, et que les droits de douane poussent à l'augmentation des prix, la baisse du dollar pousse à l'augmentation des prix, la guerre commerciale dans son ensemble. Je rajoute deux conséquences, enfin trois. Il y a un premier paramètre, c'est ce que disait Stéphane à l'instant, évidemment, ça pénalise, on va dire, les entreprises européennes par rapport au prix. Vu d'Europe, ça nous avantage, puisque beaucoup de choses sont encore labellisées en dollars, je pense aux matières premières, je pense à l'énergie et tout ça. Donc là, à l'inverse, ça va donner des marges de manœuvre à l'Europe. Ça peut même, curieusement, créer presque un twist par rapport à ce qu'on imaginait entre les colombes et les faucons sur les banques centrales. Peut-être que ça peut amener sur un scénario où la BCE va desserrer ses taux si le jeu continue, parce qu'en fait, l'inflation va probablement, si on continue à ce rythme-là... Beaucoup appellent la BCE. Mais en tout cas, ça peut être un accélérateur de calendrier. À voir, à confirmer. Moi, il y a un paramètre qui m'intéresse, parce que dans la séquence qu'on vit, et en prenant un peu de hauteur au-delà de euro-dollar, c'est que l'euro, en ce moment, depuis en gros décembre, flirte avec son record historique en tant que monnaie référente, c'est-à-dire son taux de change mondial avec toutes les autres monnaies. Et ça, c'est un autre paramètre qui est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que là, c'est une conséquence du dollar ou il y a d'autres éléments? C'est une conséquence du dollar, mais ça raconte quelque chose aussi. Ça raconte ce qu'expliquait très bien François à l'instant, c'est-à-dire que l'imprévisibilité de l'administration américaine, quand on est dans la finance, quand on place, l'imprévisibilité, c'est pas quelque chose qu'on apprécie, honnêtement. Alors, la curiosité, c'est que on est dans ce super tanker là, qui a de l'inertie, qui est européenne, mais ce super tanker, vu pour des acteurs extérieurs, rassure énormément. C'est-à-dire que c'est encore une zone du monde sur laquelle il y a des règles, il y a des normes. Il n'y a pas d'un coup des droits de douane qui sont propulsés du jour au lendemain. Emmanuel Macron a défendu à Davos, notamment. On n'a pas envie en Europe de racheter la Louisiane du jour au lendemain. Un pôle de stabilité. Enfin, voilà. Donc, tous ces éléments-là, qui sont des éléments réels, c'est-à-dire que on pourrait dire tiens, il est en train de faire les grosses têtes, mais vu des États-Unis, c'est quand même ce qui est en train de se passer réellement, c'est-à-dire des déclarations de cet ordre-là. Finalement, le côté raisonnable de l'Europe aujourd'hui attire et séduit. Maintenant, il ne faudrait pas juste qu'on soit ce côté raisonnable, c'est-à-dire le papy-mamie qui rassure tout le monde au plan mondial. Raisonnable, si on pouvait être rentable aussi, ça serait pas mal, parce que quand même aux États-Unis, on a une rentabilité qui est d'un autre niveau. Voilà, c'est exactement. Alain Duré de Natixis indique qu'une hausse de 10% du taux de change impute le PIB et l'inflation de 0,3 points. C'est quand même colossal. Ça veut dire qu'il faut s'attendre à des effets très importants cette année avec un dollar durablement au-delà des 1,20 €. C'est-à-dire que la croissance va baisser. Les prévisions à l'OCDE... C'est ce que vous voyez Moi, je ne suis pas du tout les éléments. Je ne suis pas macroéconomiste, donc je ne suis pas ce sujet-là, mais je pense qu'effectivement, c'est imputé dans les modèles de croissance très clairement. Après, il y a des élasticités. Les importations, exportations, c'est une partie vis-à-vis des États-Unis et du reste du monde. C'est évidemment une partie de notre activité, mais pas la seule activité. Donc, non, Dieu merci. On est sur aussi un petit segment de l'activité économique. Il faut garder ça aussi en tête. Oui. C'est pas le cœur de la machine. Voilà, le boulanger. Voilà, on a quand même beaucoup d'activités qui sont pas soumis à ces fluctuations du taux de change. Donc ça impacte un secteur de l'économie. C'est clair qu'il y a une élasticité qui est bien identifiée depuis très longtemps, qui varie géographiquement et selon les secteurs. C'est imputé, ça aura des conséquences. Mais comme je le dis, je pense que les conséquences les plus immédiates, ça va être évidemment sur les soldes commerciaux des États-Unis vis-à-vis de l'Europe, pas immédiatement sur les décisions d'emploi et d'investissement, qui sont des choses qui prennent plus de temps. Oui. Donc, c'est pas la même temporalité. C'est pas la même temporalité. Ce sont des décisions qui prennent plus de temps, qui se matérialisent plutôt l'année suivante. Donc, on estime que ces effets sur des taux de change, des taux d'intérêt, ça a des premiers effets à l'horizon de 6 mois, voire 1 an. Donc voilà.
Et encore, il faut que ça se maintienne. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce taux de change se stabilise un peu durablement autour de 1,20 € et que ce soit un peu la nouvelle norme, plutôt que 1,10 €. Il n'est pas sûr. Est-ce qu'on se dit, que disent les prévisionnistes là? Est-ce qu'on est parti pour effectivement un dollar durablement faible vis-à-vis de l'euro? Ou est-ce qu'on est uniquement dans un épisode conjoncturel et ça va revenir à la normale dans les prochains mois? Ce débat-là, on l'a déjà eu en novembre au sens par rapport au dollar. Donc on est quand même sur un plateau. Maintenant, c'est de savoir si le plateau, on va le percer, puisqu'il y a toujours un seuil autour du 1,20 $. Je crois qu'il a été passé 9 fois dans l'histoire. Donc c'est quand même, on parle de quand même quelque chose. Il faut le resituer. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui arrive tous les matins de passer ce plateau d'1,20 $. Mais on est monté jusqu'à 1,60 $. Ça ne veut pas dire qu'on va monter aussi haut, mais historiquement, ça fait 9 fois dans l'histoire de l'euro, qui est jeune, qui est une monnaie jeune. Absolument. C'est la 9e fois qu'on passe ce seuil-là en passant par direction le haut. Maintenant, ça a des conséquences. Je suis d'accord sur à nouveau cette inertie que décrivait Stéphane à l'instant. C'est-à-dire que les conséquences, elles n'ont pas été immédiates vues d'Europe. Pour autant, Raphaël, vous mentionnez à l'instant la révision qu'a fait l'Allemagne hier. Sur la de 1,3 à 1%, c'est la révision de croissance pour 2026. C'est partie des pays là, sur un dollar fort très impacté. C'est-à-dire sur les biens manufacturiers, industriels, l'automobile, tout ça, là, c'est plein pot et ça va très vite. En revanche, là l'effet va très très vite. Donc l'Allemagne est en train d'encaisser. Pour l'instant, j'allais dire que ça se rajoute déjà des droits de douane qui n'existaient pas il y a un an. Donc ça pénalise, c'est un peu la double peine pour les entreprises américaines. Voilà, donc il faut l'observer sur le temps, mais quand même ce mouvement-là est plutôt enclenché. Et rappelons-nous que Donald Trump, dans son programme, avant même de s'installer à la Maison-Blanche, en avait fait un objectif politique. Ça fait partie de la stratégie de Miran & Co. De baisser le dollar. C'était affirmé et affiché, contrairement à toutes les administrations précédentes qui laissaient filer et au contraire qui souhaitaient un dollar fort. Donc c'est une stratégie qui est mise en œuvre par la Maison-Blanche. Évidemment, la partie masquée, c'est l'imprévisibilité et le fait que, malgré la profondeur du marché américain, des marchés financiers américains, Donald Trump fait peur, ne rassure pas aujourd'hui. Et l'actualité récente nous le montre encore. Merci. Juste peut-être dernier mot rapide. C'est que la question que je me pose, c'est est-ce que à 1,20 $, est-ce qu'on est vraiment avec ce taux de change, est-ce qu'on est véritablement à un taux qui est particulièrement exceptionnel, ou est-ce qu'on est autour de ce que vaut l'euro vraiment. De ce que vaut l'euro vraiment. Quand l'euro a été créé, il était à ce niveau-là, de mémoire. Oui. Donc je ne sais pas si on est encore à des niveaux qui sont vraiment exceptionnels par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Et l'euro vient de repasser sous les 1,20 d'ailleurs en séance. Merci à tous les trois, François Ekal, Stéphane Carcillo, Ludovic de Sauté, pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. Tout de suite, c'est Antoine Larigauderie pour Tout pour investir. Je vous dis très bonne journée. À demain, rendez-vous 10h-11h en direct sur BFM Business.